Bonjour et bienvenue sur Musculation Vitale. Aujourd'hui, pour cette nouvelle série de podcasts, j'accueille William Jansen. William est un physiologiste de l'exercice, passionné par son métier et très passionnant. On parlera de beaucoup de choses dans ce podcast, mais surtout principalement de la perte de poids, des habitudes qu'il faut mettre en place et instaurer pour perdre du poids, ainsi que l'importance d'adapter tout à soi. Pour écouter ce podcast, vous pouvez l'écouter en vitesse un peu plus accélérée, comme il est relativement long. J'espère que ce podcast va vous plaire. Je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Alors aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur du coup de recevoir Will Jansen, le physiologiste de l'exercice. Bienvenue à toi, Will. Merci. Écoute, l'honneur est tout pour moi. Là, c'est super. Je t'écoute. Je sais qu'il y a plusieurs choses qu'on peut aborder. Exactement. Aujourd'hui, du coup, on va parler un peu de la perte de poids, les aspects de la perte de poids avec l'appui de la science, du coup. Et du coup, je te laisse te présenter, Will, même si je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent te connaître. Écoute, super. De mon côté, le terme physiologiste de l'exercice, qui est peut-être un peu moins connu ou peut-être clairement moins démocratisé dans le milieu francophone, c'est surtout une manière de dire que je suis un coach avec un bagage, on va dire peut-être académique sur le plan des connaissances qui sont liées de près ou de loin à l'activité physique. Donc en gros, de mon côté, je suis un passionné de transformation physique. Donc tout ce qui concerne la nutrition me passionne, tout ce qui concerne l'activité physique me passionne, mais tout ce qui concerne aussi le côté psychologie, sciences sociales, et puis comment est-ce que finalement on connecte un petit peu tout ça, me passionne encore plus, ce qui fait que je suis un peu un étudiant à vie et j'arrive pas vraiment à dire que j'ai fait ça et voilà, je suis dans telle ou telle case. Pour synthétiser un petit peu, j'ai trois cursus post-grade dans le milieu des sciences du sport. Le premier, entraînement de performance, donc typiquement le côté préparateur physique. Il y a un côté un petit peu plus clinique dans la physiologie de l'exercice parce que je m'occupais beaucoup plus de ce qui était lié avec la prévention du syndrome métabolique, donc ce qui est relatif au diabète de type 2, les pathologies, on va dire, associées avec l'obésité, ce genre de choses. Et puis, à côté, sinon, j'ai fait un papier post-grade de niveau donc master, mais sans faire le mémoire sur la psychologie du sport. Et là, ce que je suis en train de terminer maintenant, c'est la nutrition, le certificat de nutritionniste du sport. Je ne sais pas si le terme est protégé ou autre en francophonie, mais c'est le CISSN, donc c'est le certificat avec l'International Society of Sports Nutrition qui est à Middlesex University, donc je le fais à distance à Londres. Et puis voilà. Sinon, je continue de lire et d'étudier tous les jours. Donc voilà, étudiant à vie, mais j'ai déjà fait quelques trucs. Ouais, comme tu dis, comme tu le soulignes bien, pour toi c'est super important d'avoir un apprentissage permanent et de jamais se reposer sur ses lauriers, et du coup se remettre en question permanent, surtout dans ce métier qui est le métier de coach en fait. Oui, en fait. Pour moi, je connais énormément de coachs qui sont largement plus compétents que moi dans l'encadrement, dans le suivi, dans peut-être l'aspect de motivation, dans le fait de vraiment apporter des résultats aux personnes, qui est finalement l'objectif principal. Et pour donner mon plus grand point faible, c'est probablement le fait de me laisser entraîner dans cet élan de stimulation intellectuelle, je dirais, parce que je dois toujours garder un pied en pratique. Et c'est toujours un équilibre entre les deux. On peut être trop dans le théorique ou trop dans le pratique et négliger l'autre. Et ce qui me passionne, c'est de rester dans ce challenge, de toujours essayer de faire le lien avec les deux. Donc d'un côté, je vais coacher par exemple à l'université entre 50 et 80 personnes dans un cours de conditions physiques, donc plus pratique et moins théorique entre guillemets. Il n'y a pas. Et puis j'ai aussi quelques clients que je suis en individuel. Et puis à côté de ça, surtout ce que je fais le plus, par contre, c'est lire, c'est me renseigner, c'est passer du temps dans c'est pas que je passe ma vie sur PubMed, ResearchGate et puis tous les moteurs de recherche, c'est loin d'être le cas, mais voilà, je dirais c'est un peu ton réseau social. La moitié de mes journées. Pardon. C'est un peu ton réseau social, quoi. PubMed, etc. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ce qui est marrant, c'est que Facebook est devenu aussi un moteur de recherche dans la mesure où si on suit les bonnes choses,
parce qu'on peut vite se faire entraîner par des vidéos de chats et de chiens qui se battent. Même si j'adore ce genre de truc, je sais que si je tombe dessus, je perds beaucoup de temps. Là, du coup, j'ai fait en sorte d'avoir un espèce de filtre qui fait qu'au niveau des réseaux, mais aussi sur Twitter, il y a plein de manières intéressantes d'obtenir des informations. Mais je me rends compte que l'introduction est un petit peu longue, donc je vais pas embêter plus que ça. T'inquiète pas. Ouais, du coup, tu as parlé, t'as vaguement parlé de la motivation dans le cadre d'un suivi. Et du coup, je voulais directement parler de la première question en te demandant qu'est-ce que tu penses, toi, de la motivation dans le cadre de la perte de poids. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent des personnes se dire, bah voilà, j'ai pas assez de motivation pour commencer, ou il me manque la motivation pour atteindre mon objectif. Et je voulais savoir ton avis par rapport à ça. Est-ce que tu penses que la motivation est essentielle dans le cadre de la perte de poids, principalement? Excellent, ouais. Alors il y a toujours ce lien entre l'aspect, quelqu'un de motivé, donc on a envie d'identifier la personne comme étant quelqu'un qui va réussir, et puis l'autre extrême, et puis je vais faire le lien tout de suite, avec il était dans un environnement tellement motivant que finalement il n'avait pas le choix, il n'avait même pas besoin de réfléchir qu'il a réussi. Tous ses amis sont des sportifs, tout le monde mange bien dans sa famille, etc. Et donc les deux, en fait, c'est ça le problème, c'est que les deux sont connectés et on peut pas les dissocier. Donc c'est un peu difficile au niveau de l'approche de se dire voilà comment je vais faire perdre du poids à quelqu'un. Il n'est pas motivé. Quelque part, on a envie de banaliser le problème en disant que c'est sa faute quelque part. Ce sera un petit peu comme dire finalement pour perdre du poids, il faut juste manger moins de calories qu'on en dépense. T'es con quoi. Pourquoi t'es gros quoi. C'est un peu ce type d'aspect réductionniste comme ça qu'on peut avoir en disant la théorie est simple, t'as plus qu'à mettre en pratique, tu manques de motivation. Et je vais pas dire que la motivation n'existe pas, mais je vais quand même aller plus dans la direction opposée, c'est-à-dire que à mon avis on est plus capable de mettre en place un environnement qui nous permet de réussir, et la motivation se trouve dans notre capacité de mettre en place ces éléments, j'y viens tout de suite, plutôt que de se dire je suis quelqu'un de motivé de base, mettez-moi dans n'importe quelle situation, balancez-moi chez les loups et puis c'est moi qui reviendrai chef de la meute, ce genre de choses. C'est super d'un point de vue, ça fait très belle phrase sur Instagram, mais c'est pas très pratique d'un point de vue concret. Et en fait, quand je parle d'environnement, ce serait de vous dire, est-ce que c'est une question de motivation si vous avez une plaque de chocolat devant vous, devant la télé, ou si cette même plaque de chocolat, vous savez qu'elle est là, mais elle est juste dans une autre pièce, dans un placard, dans une armoire. Et puis là, c'est pas une question de volonté, parce que si la plaque de chocolat est devant moi, même moi, quand je dis même moi entre guillemets, c'est parce que c'est mon domaine, je vais manger le chocolat. Donc c'est pas que je suis quelqu'un je suis pas motivé, c'est juste que le contexte se prête pas à la réussite de mon objectif. Et donc voilà, la réponse, je dirais moyennement courte, c'est que c'est un mélange entre un aspect de motivation, j'en parle tout de suite, mais surtout l'environnement dans lequel on est. Et si on arrive à refuser de voir certaines personnes qui sont contre notre objectif, contre notre réussite, on sait que quand certaines personnes commencent à se lancer dans la perte de poids, si quelqu'un vient avec son Tupperware au boulot, puis commence à manger des légumes avec, je sais pas, du poulet et autre chose, les personnes commencent à juger, les personnes commencent à poser des questions, et puis souvent la première bataille est sociale en fait. Et c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, d'un point de vue plus personnel, à mon avis, la motivation est aussi limitée par la manière dont la personne va s'y prendre. Si par exemple quelqu'un commence à se dire je décide de perdre du poids, et puis maintenant je vais courir tous les jours pendant 1 heure, je vais manger plus que des légumes, et puis je vais suivre le régime du camp, exprès corrigé pour l'aspect plus pragmatique. Et puis là du coup c'est un crash qui va se passer, c'est un coup sur la motivation, c'est un coup au niveau culpabilité, c'est un coup au niveau psychologique, et puis il n'y a rien qui va se passer correctement. Par contre, si quelqu'un arrive petit à petit à se dire maintenant j'aimerais perdre du poids, j'ai compris que c'était important pour ma santé, ou parce que j'ai envie d'avoir un plus beau corps, ou j'ai envie de me sentir mieux, ou un mélange de tout ça, ou n'importe quelle autre raison, et que la personne essaye de mettre en place des habitudes solides qui sont vraiment associées avec une réussite sur le long terme, comme par exemple commencer une activité physique qui est agréable et qu'on peut maintenir sur la durée, et pour laquelle on peut par exemple progresser et se sentir compétent, sera infiniment plus intéressant ou important que de se dire c'est le meilleur workout de Mister Olympia qui fait que je suis sûr d'avoir les progrès le plus rapidement possible, etc. Et
Donc en fait, ça part par des petites choses qui semblent peut-être un peu difficiles au début, même si elles sont simples. Et à force de les faire, ça devient plus facile. Et si on arrive à implémenter petit à petit ce genre de choses, là, en fait, sur le long terme, on part déjà très très bien. Et je pense que je viendrai après sur un autre aspect qui est le fait que les gens pensent qu'une perte de poids, c'est durable. J'ai un point de vue pas tranché là-dessus, mais un point de vue quand même plutôt, je dirais, qui va assez à contre-courant, c'est qu'une perte de poids, pour moi, n'est pas durable par définition. Parce que la seule chose qui est durable, c'est le maintien. C'est le maintien calorique. C'est le fait de dire à notre corps, c'est bon, tout va bien, on a tout ce qu'il faut, mais on n'a pas forcément trop, on peut tourner, puis tout baigne, quoi. Alors que le déficit ou le surplus, pour moi, sortent du cadre de quelque chose de durable. C'est pour ça que c'est pas forcément intéressant de faire durer la chose le plus longtemps possible. Donc voilà, mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure pour les détails. La motivation s'intègre dans ce cadre-là. C'est est-ce que notre environnement est favorable ou non à la perte de poids? Si on a que des potes qui aiment sortir, se bourrer la gueule et qui nous permettent pas de dormir plus de 4-5 heures parce que je sais pas, dans notre colocation, personne dort et puis personne comprend que on peut avoir besoin de dormir. On est dans un environnement stressant, on a vraiment aucune capacité de se renseigner autour de soi et de se dire voilà, je vais manger sainement ou je vais manger telle ou telle quantité, et puis qu'on décide de perdre du poids, est-ce que ce sera plus facile pour cette personne-là ou cette autre personne qui a peut-être quelques kilos en trop mais est déjà dans un club de sport, est déjà entourée de plein de personnes qui sont motivées, et puis à n'importe quel moment peut avoir du soutien, et puis c'est drastiquement différent. Donc il y a une part pour tout, donc c'est clair qu'il y a un côté peut-être plus personnalité. Et encore parce que pour moi il n'y a pas de personnalité complètement isolée du contexte. Quelqu'un de motivé, intelligent, on le met dans un autre contexte, il sera pas forcément motivé, intelligent. Je pense que si on me met moi dans un contexte, je sais pas, on me met dans une galerie d'art et puis on me dit voilà, dans ce musée vous devez analyser tel ou tel tableau, je vais passer pour le dernier des abrutis parce que j'ai aucune notion là-dedans. Et c'est pas que je pense être fondamentalement quelqu'un de stupide, mais c'est que l'intelligence est associée aussi à un contexte quelque part. La facilité, la motivation, c'est pareil. Ouais, je partage totalement ton avis. Et moi, je suis convaincu que la motivation, en fait, c'est qu'un sentiment. C'est que quelque chose de passager. C'est comme rigoler ou pleurer. Et le fait de s'en servir comme quelque chose, comme un booster, ça va être éphémère, du coup, autant qu'un sentiment. Alors qu'en se basant sur les habitudes, comme tu l'as souligné, on va réussir à ancrer cette habitude et à faire en sorte que ça devienne plus douloureux de ne pas le faire que de le faire. Donc je m'explique que ça devienne plus douloureux de ne pas manger correctement ou manger en fonction de son objectif que de ne pas le faire, et puis du coup être à l'inverse de son objectif. Et je pense que l'entourage va venir en fonction de cette habitude qui est tellement ancrée. Du coup on va s'entourer de personnes du coup qui ont un peu les mêmes objectifs que nous, parce qu'on aura ancré cette habitude, et puis ça sera une motivation intrinsèque du coup, mais qu'on aura plutôt qualifié en tant qu'habitude en fait. Super, ouais. Très très bien fait le lien. T'as parlé de motivation intrinsèque. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que quand on regarde plus du côté psychologie, on essaie de dissocier ce qui vient de nous et ce qui ne vient pas de nous, mais quelque part toujours pour se centraliser sur nous-mêmes. Alors que en fait, la motivation intrinsèque en fonction de l'environnement, j'espère que je complique pas le truc, mais l'idée c'est même si la motivation vient de nous dans le but de moduler notre environnement. En fait, c'est toujours une interaction, même si quelque part elle vient de notre propre volonté, si je puis dire, parce que on organise en fait notre environnement, mais on l'organise selon ce qu'on a envie de faire nous. Mais ce qu'on a envie de faire nous, et je vais arrêter là le côté abstrait, mais ce qu'on a envie de faire est aussi défini par ce qui nous entoure. C'est-à-dire si on a plein de potes qui font, du bodybuilding, du powerlifting, ou d'autres potes qui font du vélo ou de la course à pied, notre propre envie, notre propre aboutissement, notre propre idéal, quelque part, va aussi être formé par notre entourage, qui nous donnera l'impression d'avoir cette volonté de non mais moi je suis unique, je vais faire ça pour moi, par mes moyens, etc. C'est moi. Alors qu'en fait on est aussi clairement toujours influencé. Donc ça peut être vu négativement pour les personnes qui ont beaucoup d'ego, mais ça peut être vu ultra positivement dans la mesure où les personnes comprennent qu'elles peuvent choisir avec qui elles passent du temps et que ça va aussi les forger, les influencer et simplement faire des choix en ce sens. Donc c'était un joli lien que tu as fait. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus, que l'entourage joue beaucoup sur nous. Du coup, je passe à la deuxième question. Et je voulais te demander pourquoi, à ton avis, beaucoup de gens échouent pour perdre du poids, hormis la motivation qui était le contexte
qu'on a parlé avant. Ouais. Super. Alors, je vais répondre à la question en partant de l'autre côté. Il y a un registre assez conséquent qui existe. Je me trompe toujours avec l'abréviation, mais c'est le National Weight Loss Registry of Something. En gros, c'est un recueil de toutes les personnes qui ont réussi à perdre du poids sans le reprendre sur une certaine durée. Je crois que c'est quelque chose comme 5 à 30 ans ou quelque chose du style. Bref, des personnes qui ont perdu du poids qui l'ont pas repris. Et quelles sont les habitudes communes de ces personnes? Puis on revient justement sur quelques critères importants comme la pratique d'une activité physique, mais aussi, dont on a déjà parlé, la mise en place d'habitudes sur la durée, autant sur le plan alimentaire que sur le plan de l'activité physique. Aucune surprise sur ce plan-là. Et puis le troisième, c'est des patterns réguliers au niveau de, par exemple, l'alimentation. C'est pas forcément manger un petit déjeuner ou pas manger de petit déjeuner, mais c'est être régulier quelque part. Donc là, on rentre sur une espèce de, c'est pour finir avec l'aspect de la motivation et de l'entourage, une théorie que, en tout cas, j'aime beaucoup, qui s'appelle le ego depletion. Donc l'idée, c'est qu'on aurait comme une espèce de pool de base de motivation, et chaque fois qu'on doit faire un choix conscient, par exemple on se lève et puis on se dit je vais m'habiller comme ça pour ce meeting parce qu'il y a telle et telle personne, on va épuiser cette réserve. Voilà, on fait des choix assez durs déjà toute la journée sur comment s'habiller, comment se comporter, comment parler, etc. Et puis à la fin, on rentre chez nous le soir et puis on a envie de nouveau mettre plein d'énergie pour élaborer un bon repas, etc. Mais on n'a plus d'énergie. Voilà. Et donc c'est quelque part, il y a ce lien aussi dans tout ce qui est habitude, parce que tout ce qui est fait automatiquement coûte moins d'énergie. C'est un pattern qui a été renforcé. Et donc, comme tu l'as si bien dit, ça devient tellement logique que ça devient dur de faire autrement. Et ça, je dirais, c'est l'aspect principal pour la réussite de la perte de poids au niveau de la motivation. Ouais, donc toi, c'est plutôt la régularité que tu penses la principale cause de l'échec, c'est des personnes qui sont pas régulières et qui sont plus influençables par des méthodes que par des petites actions au quotidien, en fait. Alors ouais, là tu touches un très bon point, dans la mesure où les personnes qui cherchent toujours ce truc miracle qui va les aider, en fait le miracle, la magie, elle opère quand on fait des petites choses qui fonctionnent, mais qu'on les fait, je vais être un peu vulgaire, mais qu'on les fait putain de bien, quoi. Si on fait super bien des petits trucs qui fonctionnent, bien sûr, c'est là que sur la durée on a vraiment des trucs incroyables qui se passent. Et ça peut être se focaliser spécialement bien sur par exemple une augmentation progressive et puis bien faite de la charge d'un entraînement. Par exemple, pas faire 10 pompes tous les jours, mais c'est peut-être une fois d'en faire 11, une fois d'en faire 12, une fois quelque part augmenter un peu la difficulté, puis accompagner comme ça ce stimulus. Overload. Oui, exactement, c'est ça. Il y a plein de façons de overload, comme tu viens de proposer. Ça peut être une amélioration de la technique, une amélioration du pattern de mouvement. Quelqu'un qui fait bien un exercice va être capable de recruter plus de fibres musculaires, en l'occurrence, donc de tirer plus de bénéfices du même exercice simplement parce que la technique est meilleure. Quelqu'un va pouvoir augmenter la charge en augmentant, par exemple, l'amplitude active du mouvement. Quelqu'un va pouvoir augmenter la charge, évidemment, en augmentant directement le poids, donc plus de kilos sur la barre ou ce genre de choses, mais aussi en augmentant le volume, donc la quantité de charge d'ici à la fin de la séance, en comprenant aussi la distance parcourue. Enfin bref, on pourrait entrer dans les détails, mais les personnes qui font très bien les choses pour arriver à un objectif sont des personnes qui arrivent à apporter quelque chose de durable vers leur future personnalité, quelque part. Si on essaie de changer, il faut imaginer notre nous du futur. Et de ce côté-là, le truc qui vient, qui est peut-être un petit peu délicat, et c'est là où je pense que, en tout cas, c'est pas du tout mon approche, parce que c'est une approche qui vient de sortir, dont je parle dans le livre, qui est une approche cyclique, pas une approche cyclique au niveau rebond glycémique et ce genre de conneries qui sont souvent mal expliquées. Pas dans le sens, il n'existe pas, mais dans le sens en général, il est très mal compris. Mais au niveau des calories, si on perd du poids pendant un certain temps, et qu'ensuite on essaye de maintenir le nouveau poids pendant un certain temps, en fait, c'est un petit peu comme pour les personnes qui jouent aux vidéos, valider un checkpoint et puis se dire voilà, niveau validé, on passe au niveau d'après. Mais on ne continue pas de tirer sur l'élastique et de dire au corps j'ai faim, c'est pas grave, je continue de manger moins. Ouais, mais là j'ai faim, puis en plus je deviens super agressif et très irritable. C'est pas grave, je continue, je vais même manger encore moins. On fait un petit peu l'inverse
de ce qu'on devrait faire, parce qu'il faut perdre du poids avec notre propre corps. Il ne faut pas aller contre lui, il faut faire avec. Et le but, c'est de s'installer dans un nouveau chez-soi, mais ce nouveau chez-soi, ça reste notre corps. Donc la deuxième grosse erreur au niveau de la perte de poids, c'est les personnes qui n'arrivent pas à donner d'importance à ce que j'appelle un nouvel état stable, donc un nouvel équilibre, peu importe comment on appelle ça, mais concrètement, c'est un nouveau maintien calorique stabilisé. Donc quelqu'un qui commence, je donne un exemple très, très concret, quelqu'un commence à 80 kg et a envie d'arriver à 65 kg, cette personne peut se dire, je vais perdre 15 kg d'un coup et ensuite stabiliser, mais la méthode que je proposerais plutôt, c'est de se dire, pendant 2-3 semaines, je vais essayer de perdre à peu près 1% de mon poids par semaine. Donc du coup, si je perds 800 grammes par semaine pendant 3 semaines, j'ai perdu 1,5 kg assez vite. J'étais à 80 kg, 3 kg plus tard, je suis à 3 kilos de moins, mais je vais stabiliser ces 3 kilos-là. Et ensuite, je vais de nouveau repartir depuis les, je ne sais pas si l'audience sera suisse ou française, mais 77 ou 77. Et je vais partir de ça et puis descendre encore un petit peu, faire de nouveau une pause et redescendre. Et là, en fait, l'avantage, c'est que on tire pas trop sur la corde et régulièrement, on trouve ce nouvel état d'équilibre sans aller trop vite, trop loin, comme c'est la tendance. Et puis ça, c'est un autre critère, c'est accepter que si on veut tenir ce qu'on a par la suite, il faut prévoir l'après-sèche, entre guillemets, donc ce qu'on fait après. Mais la meilleure manière de prévoir, c'est de stabiliser chaque étape pendant un moment et de valider cette étape-là. Ouais, donc d'alterner des phases de déficit calorique et de maintenance calorique, du coup, pourrait augmenter le métabolisme, entre guillemets. Alors l'idée, c'est exactement ça d'un point de vue déficit et maintien. Ensuite, c'est un petit peu plus délicat d'être tranché au niveau de ce qui se passe par rapport au métabolisme, notamment les adaptations métaboliques en ce sens. On sait que si quelqu'un perd du poids, sa dépense calorique va être moins importante une fois que le poids est perdu que lorsque la personne est plus lourde. Ça paraît tout bête, mais on peut illustrer ça très simplement. Si on essaie de gravir une montagne et puis qu'on a un sac de 5 kilos sur nous et on arrive en haut puis on a dépensé tant de calories, on fait la même chose plus tard, mais sans le sac à dos qu'on a laissé en bas, on sait que ça va être plus facile. On sait qu'on va dépenser moins de calories, puis c'est exactement ce qui se passe au niveau de la dépense calorique au quotidien, même si on fait pas que marcher toute la journée sur les montagnes, c'était juste pour caricaturer un peu le truc. Et donc en fait, plus on devient léger, moins on a de besoins d'un point de vue calories, tout simplement. Et donc les adaptations métaboliques seraient en fait ce qui n'est pas prévu par rapport aux estimations. Donc si je simplifie puis que je dis que quelqu'un a besoin de 3000 calories initialement, cette personne perd 5 kilos, et puis c'est pas un calcul que je viens de faire, mais admettons qu'elle perd 5 kilos puis qu'elle a besoin plus que 2800 ou 2750 calories, c'est pas le métabolisme qui a ralenti. C'est juste le nouvel équilibre de la personne. Par contre, dans certains cas, on voit effectivement ce qu'on appelle des adaptations métaboliques qui vont au-delà de ce à quoi on s'attendrait. Puis c'est quelque chose qu'on trouve par exemple dans une émission américaine qui s'appelle The Biggest Loser. C'est cette émission où ils essaient de perdre des dizaines et des dizaines de kilos. Oui. C'est vraiment des obèses. Ouais, donc ce serait c'est le type de personnes qu'on verra probablement jamais autour de nous, en tout cas pas dans les salles de sport. C'est des personnes qui ont atteint par exemple 150 kilos pour 1m65. Ça semble complètement aberrant. Et ce genre de personnes, après une perte de poids absolument massive, se retrouvent avec ce qu'on appelle des dégâts métaboliques quelque part. Et là, je pèse mes mots parce que c'est des adaptations qui restent malgré les estimations qu'on aurait une fois que le nouveau poids est atteint. Donc si je simplifie à mort, puis je dis que quelqu'un a 4000 calories d'équilibre à la base pour ne pas prendre de poids, et perd 80 kilos, quelque chose qui est absolument énorme. Et au final, la personne aurait besoin normalement plus que 2300 calories pour se maintenir. Il se peut que cette personne-là ait en fait besoin de 2000 calories au lieu des 2300 pour maintenir son poids, et que ces adaptations dites de dommages métaboliques persistent même après 5 ou 6 années après l'étude de ce Biggest Loser en question. C'est des données qu'on a de Kevin Hall, qui est un des chercheurs engagés par le NIH, le National Institute of Health, qui a pu obtenir toutes ces données de ce côté-là. Et donc, il y a des adaptations qui ont lieu en fonction de la quantité de poids qu'on a perdu. Pour simplifier, pour pas aller trop dans les détails, parce que évidemment, sinon je risque de perdre ton audience, parce que moi j'adore ces détails-là, mais je creuse parfois un peu trop. Une fois qu'on a perdu un peu de poids, ce qui est très bien dans la stabilisation,
c'est que pendant un moment, on va, s'habituer à ce nouveau poids-là, et puis on l'aura quelque part validé, on aura donc logiquement moins de risques de remonter. Mais deux, si on regarde un petit peu plus ce qui se passe au niveau des adaptations métaboliques, c'est vrai qu'on s'attend à avoir, au bout par exemple de 2-3 semaines de pause, une relance notamment de certaines hormones, comme la leptine, qui est une des hormones clés qui nous indique la quantité de graisse qu'on a, la quantité de réserve que notre corps a à disposition en termes d'énergie, et aussi notre niveau de satiété. Et puis donc c'est une hormone qui est hautement associée et liée, je dirais, à notre composition corporelle. Et si on arrive à faire en sorte de se sentir bien, ça se représente aussi sur le plan hormonal, sur plein d'autres plans. Et ben en fait, on perd du poids, mais en acceptant d'accompagner notre corps plutôt que de forcer le truc et de dire c'est tout ou rien, j'y vais à fond, no pain no gain. Et puis voilà, là c'est le fameux le petit switch qu'il y a dans en tout cas une partie de mon entourage, c'est plutôt no brain no gain. Et puis et là du coup on arrive gentiment à comprendre que notre corps, c'est avec lui qu'on doit avancer, que ce soit pour perdre du poids ou pour gagner du poids d'ailleurs. Et je dirais c'est surtout là-dessus que ça va jouer, c'est-à-dire que le corps est beaucoup trop complexe pour qu'on dise c'est l'insuline qui fait grossir, c'est la leptine qui ci, c'est la leptine qui ça, mais l'insuline et la leptine en l'occurrence restent deux hormones qui ont un rôle absolument majeur sur la régulation des réserves et puis sur la composition corporelle. Mais au final, c'est un équilibre global qui est souvent en fait mieux représenté par ce qu'on fait en termes d'équilibre calorique. Quand je dis souvent, c'est juste pour donner un petit peu de retrait par rapport à ça, mais même si on fait en sorte de compter certaines choses, par exemple on regarde la charge glycémique plutôt que l'index glycémique qui est déjà plus précis, ça reste quelque chose qui n'est pas très précis par rapport à l'équilibre global. En fait, il faudrait regarder plutôt la densité calorique que la charge glycémique. La charge glycémique, c'est bien pour regarder ce qui concerne les glucides, parfaitement. Mais si on cherche à, je sais pas, si je prends un pas, je fais un pas de moins, puis je me dis, bon, l'index glycémique, c'est tout ce qui compte, et puis que je me mets à rajouter, je sais pas, de l'huile d'olive dans un plat qui à la base était à haut index glycémique, c'est pas parce que je rajoute de l'huile d'olive sur mes pommes de terre que je vais perdre moins de poids. Je veux dire, c'est juste aberrant. Mais c'est ce genre de truc que les gens retiennent, parce qu'en fait, ils s'éloignent du message le plus important, c'est qu'est-ce qui permet de manger un peu moins de calories à la fin de la journée. Et puis il y a plein de choses qui influencent là-dessus. Mais l'index glycémique, c'est vraiment minime là-dessus, quoi. Bien sûr. Donc, il faudrait plus garder quelques gros critères. Et puis c'est absolument certain que pour faciliter la motivation et éviter justement de retomber, on pourrait augmenter un petit peu la quantité de protéines, un petit peu la quantité de fibres. On pourrait généralement se concentrer sur des aliments relativement peu, voire pas du tout transformés. Pas du tout transformés, c'est probablement utopique, je pense, dans notre contexte, à moins qu'on ait accès à une ferme qui soit pas très loin. C'est quelque chose pour lequel j'ai investi récemment, c'est qu'une fois par semaine, je vais acheter la plus grande quantité d'aliments possible à la ferme, sans qu'ils aient de chances de pourrir. Et c'était ma manière de régler la chose, mais en général, donc si je résume, il faudrait, 1, gérer son entourage, 2, il faudrait investir, mais vraiment investir dans le fait de forger des habitudes positives, mais 3, il faudrait aussi accepter très souvent de stabiliser le poids. Et dans les phases de perte de poids, pour donner le 4e point, je dirais, il faudrait maximiser tout ce qui peut nous aider à tenir le déficit calorique, c'est-à-dire évidemment faire la part belle aux légumes, comme dit, il m'a pas donné d'autorisation ou autre, mais comme dit un de mes collègues dont je suis fan en micronutrition francophone, si jamais je te dirais de qui il s'agit, mais comme ça ne concerne que moi ce que je dis. Donc faire la part belle aux légumes, pourquoi pas augmenter un peu les protéines, et puis prendre le temps de manger, sans parler forcément de pleine conscience ou ce genre de choses. Manger, ouvrir un paquet de biscuits et le manger devant la télé, devant un film d'action qui nous capte toute notre attention, ou manger tranquillement, même si ça nous prend 15 minutes, un repas équilibré, ça n'a absolument rien à voir en termes d'apport et d'écoute des signaux de satiété. Donc voilà, ça c'est un mélange entre tous ces points-là, et toute personne qui dévie complètement de ça va avoir vraiment beaucoup de peine à perdre du poids. Et d'ailleurs, 9 personnes sur 10 échouent dans leur perte de poids, pas dans la perte de poids, parce que tout le monde arrive à perdre du poids à un moment ou à un autre, mais tout le monde échoue à maintenir le poids perdu. Et donc la norme, c'est de reprendre le poids perdu. L'exception, c'est de perdre du poids et de ne pas le reprendre. C'est pour ça qu'en fait, ça devient aussi compliqué. Et il y a en fait toute une science derrière, parce qu'il faut vraiment faire avec notre corps. Ok, super. Merci de
de ta réponse. Tout à l'heure, on parlait des méthodes, du coup, avec le régime hyperprotéiné, d'ailleurs, qu'on a souligné. Du coup, je voulais savoir, tout à l'heure, j'étais avec un client, par exemple, et puis il m'a dit, bah voilà, moi j'ai perdu pas mal de poids. Il dit, bah c'est parce que j'ai arrêté les glucides après 17 heures, du coup. Et aussi, on entend que le petit déjeuner, le repas essentiel, et que le repas du soir doit être forcément léger. Et je voulais ton avis par rapport à ça, du coup. Oui, bien sûr. Alors, à mon avis, un peu comme l'idée de l'index glycémique, par exemple, qui nous permet de nous focaliser sur quelque chose et essayer de réduire, on va dire, la complexité de la prise de poids ou de la perte de graisse dans son aspect le plus singulier. C'est quelque chose qui va systématiquement être erroné dans la mesure où la perte de poids, c'est complexe. Alors, je vais être à nouveau un peu vulgaire, je sais, c'est chiant, parce qu'on peut pas dire c'est ça, c'est pas ça. On peut pas dire c'est gentil, c'est méchant, c'est bon, c'est mauvais. Donc, on doit sortir un petit peu de ce cadre-là, mais c'est pas pour autant qu'il faut compliquer le message. Le message contient une information complexe, mais on peut quand même le présenter de manière simple. Et en général, c'est un mélange entre les deux qui marche le mieux. Je m'explique. Gary Taubes, par exemple, qui a écrit son fameux livre Anti-sucre, etc. Son message a été particulièrement bien reçu parce que finalement, c'est tellement simple. Juste pas de sucre. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte que on peut très bien intégrer aussi du sucre. Il y a sucre et sucre ajouté, hein, mais c'est pas parce qu'on mange des fruits, c'est pas parce qu'on mange une pomme, c'est pas parce qu'on mange une banane, même s'il y a du fructose. C'est pas pour ces raisons-là qu'on grossit. C'est pour des raisons qui sont vraiment liées à l'équilibre calorique au final. Et donc, qu'est-ce qui influence cet aspect-là? C'est sûr qu'il y a tout ce dont on a déjà parlé. Mais une partie de ça, ce serait le timing. Le timing, ça veut dire est-ce qu'on mange le matin? Est-ce qu'on mange sur 8 heures pendant la journée et on fait un jeûne pendant 16 heures, par exemple, le jeûne intermittent, ce genre de choses? Est-ce qu'on doit manger plus le matin, plus le soir, plus à midi, plus avant l'entraînement, pendant l'entraînement, après l'entraînement, un mélange des trois? Et en fait, encore une fois, à mon avis, on détourne notre attention de l'essentiel. Est-ce que cette stratégie permet ou non à la personne de maintenir sur une certaine durée un déficit calorique? Si c'est le cas, c'est une bonne méthode. Si c'est pas le cas, peu importe que dit telle ou telle étude observationnelle sur une population qui n'a rien à voir avec la personne en l'occurrence dont on s'occupe et qu'on est en train de coacher, peu importe si ça l'aide pas à avoir son déficit calorique à la fin de la journée sur plusieurs journées de sorte à perdre du poids, ce n'est pas un avantage. Donc en fait, c'est juste remettre le centre de l'attention là où elle devrait être, c'est est-ce que ça nous aide? Oui. Est-ce que ça nous aide de manger peut-être à 11 heures le premier repas plutôt qu'à 8 heures du matin? Oui, pour cette personne, ça l'aide à moins sentir ce sentiment de faim, etc. Et puis donc, dans ce cas-là, excellent. Mais est-ce qu'à la fin de la journée, la personne compense ou non? Et ça, c'est le premier élément de réponse important pour le petit déjeuner. Si on regarde le petit déjeuner, on se dit souvent c'est le repas le plus important de la journée. Et donc du coup, il faudrait manger par exemple moins le soir. Mais ma théorie est plutôt la suivante, c'est hyper pragmatique, hein, mais si le petit déjeuner, quelqu'un mange de la merde, je suis désolé si je suis un peu vulgaire, mais si vraiment le premier repas de la journée est absolument ridicule, c'est un mélange de croissant avec du beurre, de la confiture, et puis en gros on a un mélange de glucides et de graisse sans fibres et sans protéines, hein, pour donner un aspect plus de nutriments associé avec le petit déjeuner, sauter le petit déjeuner, ou appeler ça du jeûne intermittent, parce que la personne mange entre 12 heures et puis 20 heures, ce qui va très bien aussi. On peut donner le nom qu'on veut, mais finalement, c'est juste supprimer un repas qui est absolument pas équilibré. Et ça marche très bien. Donc, si à cette personne qui mange n'importe quoi au petit déjeuner, on arrive à lui dire, tu sais quoi, mange pas le petit déjeuner, c'est pas important. Et puis que cette personne, à midi, il se trouve qu'elle mangeait des aliments sains, et puis sans dire qu'il y a que des aliments sains ou des aliments malsains, mais des aliments, on s'entend, relativement équilibrés, relativement peu processés, etc. Et puis le soir, donc à midi et le soir, la personne mangeait bien, et qu'elle se met à manger plus de nourriture à midi et le soir, a priori ce sera bénéfique et ce sera pas suffisant pour compenser l'apport calorique du matin. C'est ce qu'on trouve dans des quelques rares données qui pourraient permettre d'avoir un rapport causal dans les données qu'on a. Par exemple, il y a une étude qui a été faite à l'université de Bath, qui est cette université où j'ai fait mon étude sur pas mon master, mais mon papier postgrad sur les sciences sociales et le sport. Je sais plus son nom, je crois qu'il s'appelle BET, BODT. Je te donnerai le lien si jamais tu veux mettre les personnes après.
Et cette personne a regardé quelle était la différence en prenant le petit déjeuner ou non, mais en prenant l'équilibre sur la totalité de la journée. Et puis, globalement, les personnes qui prenaient le petit déjeuner se dépensaient aussi plus physiquement. D'accord. Et les personnes qui prenaient pas de petit déjeuner avaient tendance à bouger un peu moins. Dit autrement, quand ces personnes mangeaient un petit déj, elles marchaient un petit peu plus dehors, etc. Voilà, c'était plus active. Enfin, elles pouvaient marcher, que ce soit au boulot ou chez elles, voilà. Et puis les personnes qui n'en prenaient pas se dépensaient un peu moins. Donc on se dit super, si on prend un petit déjeuner, du coup on est plus actif, on va brûler plus de calories. Et en fait, ce que cette étude a permis aussi de mettre en avant, c'était qu'à la fin de la journée, il n'y avait pas de perturbation de l'équilibre global. Ça veut dire que même si les personnes avaient mangé plus et s'étaient dépensées un peu plus, ça ne changeait pas d'un point de vue bilan énergétique comparé au groupe qui avait décidé de pas prendre, enfin qui avait pour lequel l'étude pas pris de petit déjeuner, mais c'était aussi dépensé un peu moins. Et donc même si je sais pas, je pense que les données, ça doit être quelque chose autour de les personnes qui ont pris le petit déjeuner mangeaient 2600 calories, mais dépensaient aussi 2600, et puis les personnes qui n'ont pas pris de petit déjeuner mangeaient 2300, mais ont aussi dépensé 2300. Donc au final, oui, elles se sont dépensées plus, mais au final, elles ont aussi mangé un petit déjeuner. Donc est-ce qu'à la fin de la journée, ça change sur l'équilibre? Et a priori, on n'est en tout cas pas capable de dire que c'est le cas de manière causale, selon le design de cette étude. Donc voilà, c'est juste prendre un ou deux pas de recul et puis se dire qu'est-ce que ça a comme impact sur ce qui a vraiment un impact, c'est-à-dire le bilan énergétique global. Et si on pense sur ce plan-là, au niveau de la nutrition, au niveau de l'activité physique, au niveau de la gestion du stress, la gestion du sommeil, on peut vraiment voir une approche, je dirais, probablement plus pertinente par rapport à la composition corporelle. Et donc, si on mange le soir, mais qu'on mange plus de, je sais pas, de pommes de terre, de patates douces, même du riz blanc basmati, peu importe, mais qu'à côté il y a aussi des légumes, il y a une source de protéines, et puis je caricature un peu, mais si on mange bien, même si c'est copieux le soir, sur le bilan énergétique de la journée au complet, et ce sur la durée, il n'y a vraiment aucun souci. Et on a même des données qui vont dans le sens opposé, c'est-à-dire que si on répartit la même chose pour un groupe qui mange un peu plus de glucides le soir, même la quasi-totalité des glucides le soir, et l'autre groupe qui mange les glucides aux autres moments, je crois que c'est Sober et al. Pareil, je te donnerai les liens vers l'étude. C'est une étude, je crois que c'était sur des policiers israéliens. Je sais plus si c'est cette étude ou autre, mais bref, le message était que les deux mangeaient 1500 calories. Le seul changement, c'était qu'un groupe mangeait les glucides le soir et l'autre pas. Et le groupe qui a consommé les glucides en plus grande quantité le soir a eu une plus grande réduction du tour de taille et a perdu un petit peu plus de poids. Pourtant, vraiment au niveau des calories, donc si on porte en priorité, c'était la même chose. Et il y a une autre théorie qui émerge de ça, c'est que c'est pas forcément le fait de manger les glucides le soir, à midi ou le matin ou à 2 heures du matin. Ce serait peut-être d'avoir un gros apport de glucides, pourquoi pas centralisé. Mais là, c'est plutôt une spéculation, donc c'est à prendre avec des pincettes. Mais dans l'idée, si par exemple le repas du matin contenait une grande quantité de glucides, malgré le fait qu'effectivement on aurait une plus grande sensibilité à l'insuline le matin, notamment au niveau du tissu adipeux, ce qui fait qu'on pourrait ponctuellement, et j'insiste là-dessus, stocker un peu plus de graisse. Si le reste de la journée, effectivement, il y a moins de glucides, peut-être, dès le moment qu'on a le même équilibre énergétique, que ça aurait une influence. Mais c'est en tout cas pas une raison pour être apeuré, pour être effrayé par les glucides, parce que il y a glucides perçus et puis il y a les glucides réels. Par exemple, pommes de terre, patates douces, qu'est-ce qu'on a d'autre encore, tout ce qui est fruits, la plupart des légumes, c'est des glucides essentiellement. Et quand on se dit les glucides c'est mauvais, on pense aux donuts, on pense aux cookies, on pense aux pizzas. Et tout ça c'est avant tout de la graisse en fait. C'est un mélange graisse et glucides, mais c'est avant tout de la graisse. C'est pas pour dire c'est mauvais parce que c'est de la graisse ou c'est mauvais parce que c'est des glucides, mais notre représentation de ce qu'est un glucide est en général faussée. Et en général, rajouter du sucre à quelque chose qui est un peu gras, ça a ce côté très intéressant d'améliorer un petit peu le goût. Et personne n'a envie, je sais pas, une fois qu'on a mangé 5-6 olives, et puis qu'en plus il y avait le noyau, donc on a dû à chaque fois prendre le temps de le manger tranquillement, personne va manger 18 ou 20 olives à la place de 6, et puis même si c'était le cas, ce serait pas très impressionnant. Par contre, rajouter de l'huile d'olive, je sais pas, sur des pâtes ou autre chose, ça peut vraiment améliorer le goût, et ça peut faire un gros boom calorique d'un seul coup, comme ça. Alors donc
il faut aussi mettre les choses en perspective. On aime bien, encore une fois, cet aspect réductionniste des scientifiques qui aiment bien dire c'est les glucides, c'est les monosaccharides, non en fait c'est le fructose, non en fait c'est pour la croissance musculaire c'est juste la leucine, en fait on a envie de réduire à quelque chose de singulier, puis en général on se plante parce que on oublie en fait de prendre en compte le reste. Alors c'est l'idée d'un point de vue scientifique, c'est d'isoler ce qu'on appelle tout ce qui est facteurs confondants, mais ce que certains appellent le bruit, c'est en fait la norme. C'est qu'il n'y a rien qu'on peut vraiment réduire complètement à son aspect le plus singulier. Et donc quand on cherche à dire c'est soit le petit déjeuner le matin, soit le repas du soir hyper copieux, ou soit pas de glucides le soir, pas de glucides à midi, pas de glucides le matin, en fait c'est quel est l'impact au final sur l'équilibre énergétique de la personne sur le long terme. Et dans ce cadre-là, honnêtement, s'il y a un impact, il est moindre, mais il est surtout moins important que tous les autres. C'est-à-dire, regardez peut-être plutôt l'index de satiété ou l'aspect densité calories, volume alimentaire. Il y a plein de termes par rapport à ça. Aussi la richesse en micronutriments. Aussi regarder le niveau de stress de la personne, et toutes ces choses-là, ça aura largement plus d'impact que de faire justement stresser une personne parce que passé 17 heures ou 18 heures, elle a tout à coup mangé une banane ou une pomme, puis merde, j'ai bouffé des glucides le soir, je suis mort. Donc en fait, il faut vraiment essayer de faire en sorte que le peu d'informations qui passent dans les priorités de la personne soient des informations qui soient pertinentes, parce que spécialement quand on cherche à apprendre quelque chose, dans le cadre de la perte de graisse, il faut apprendre quelque chose, il faut apprendre un nouveau mode de vie quelque part, en tout cas pendant un moment. Il faut qu'on puisse retenir ces infos et qu'elles soient vraiment bien filtrées. Et c'est pour ça que j'ai un problème avec le fait de parler par exemple de blood type diet, donc c'est la fameuse diète en fonction du profil sanguin, de parler de, je sais pas, toutes ces nouvelles méthodes qui sortent, qui isole un truc. Encore une fois, ça se vend très bien, d'un point de vue marketing c'est super, mais ça détourne du problème. Après, il y a des fois des aspects indirectement bénéfiques. Par exemple, je sais pas si quelqu'un se dit tel truc est mauvais, je sais pas, une nouvelle chose qui vient d'être inventée, puis au final la personne se rend compte que par exemple, prenons le gluten. Le gluten, c'est pour le gluten pour la perte de poids. Donc, est-ce que le gluten peut empêcher de perdre du poids? Donc, ma réponse stricte, même si c'est clairement abrégé, et puis le but c'est pas d'avoir ce message-là, c'est que le gluten ne va pas forcer une prise de poids ou forcer une perte de poids. Le gluten va avoir un impact plus ou moins selon le profil de la personne déjà, etc. Mais si on dit à une personne mange plus de gluten, et qu'au final cette personne se dit bon bah du coup je mange plus de patates douces, je mange plus de tel ou tel truc, et commence à manger largement moins de nourriture industrialisée, mais c'est clair que la personne va perdre du poids, en tout cas a priori c'est largement possible, parce que y a plein d'autres facteurs qui ont été influencés par ce choix unique. Et dans ce cas c'est super, et en même temps ça détourne un peu de l'essentiel, parce que peut-être la personne n'aura pas appris grand-chose, puis si tout à coup elle réintroduit le gluten, elle n'aura pas forcément appris grand-chose. Donc c'est toujours voir quel est l'impact que ça a sur les aspects peut-être un peu plus fondamentaux, plus pratiques. D'accord. Voilà, au niveau du timing, essentiel. Ouais. Au niveau du timing, ce qu'il faut retenir, c'est que l'adhérence est le premier pied de la pyramide, et que si on est dans notre objectif calorique de la journée, on peut à peu près placer les repas quand on peut. Ouais, magnifique. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que après, s'il y a une influence, elle est tellement minime que si on a respecté ce premier aspect de la pyramide, je sais pas si tu penses à la pyramide de Eric Helms. Ouais, voilà. Bien sûr. Donc Muscle and Strength Pyramid, c'est une excellente manière justement de prendre les choses dans leur contexte. Ce travail qu'a fait Eric Helms est absolument fantastique, dans la mesure où il n'a pas dit la micronutrition c'est inutile ou la qualité sert à rien. Certains ont un petit peu exagéré le message. Il a dit non, c'est important, mais si on veut perdre du poids, il faut d'abord pouvoir faire le truc, il faut d'abord pouvoir faire ça, et puis ensuite, voilà les éléments d'importance, et ça permet d'avoir un discours cohérent dans la perte de poids. Mais après, on pourrait aussi prendre, je vais exprès faire l'avocat du diable, si on se dit, bon bah voilà, mais si on mange que des aliments bruts non transformés, on va perdre du poids aussi. Peut-être, effectivement, mais combien de temps est-ce que la personne va tenir? Combien de temps est-ce que la personne va tenir dans un contexte où tout son entourage mange de la malbouffe, etc. et tout, où tout son entourage se permet de temps en temps de faire ça et ça? La plupart du temps, quand on a une approche trop restrictive, on se retrouve à faire la seule chose qu'on est censé faire au bout d'un moment, c'est craquer. Et quand on craque, comment est-ce que ça va se passer par rapport à ça? Donc, si on arrive à intégrer de temps en temps des aliments que
on décide de plus vraiment manger comme une pizza ou ce genre de choses, on a deux options. Soit on culpabilise et puis on se fait un binge eating de fou et puis notre week-end se transforme en une espèce d'accumulation de nourriture malbouffe sans qu'on s'en rende compte. Soit on se dit j'ai mangé cette pizza, ça me fait plaisir, c'était pas optimal aujourd'hui, mais demain je continue, tout va bien. Exactement. Et cet aspect-là, c'est quelque chose qui est vraiment possible, pas uniquement avec l'approche qui met tout en perspective, mais qui est largement plus facile à comprendre en fait. C'est simplifier et présenter le plus important dans son ordre hiérarchique s'il y en a une, parce que c'est plus simple de voir ça comme ça. J'ai tendance à présenter un peu les choses de manière complexe dans la mesure où tout est lié, mais si tout est lié, ok, qu'est-ce qu'on cherche vraiment à avoir? Manger des aliments non industrialisés, ça peut être aussi essayer de simplement augmenter le volume alimentaire ou diminuer la densité calorique, ça peut être choisir l'exemple bidon, mais que tout le monde comprendra facilement, manger des brocolis plutôt que du beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète, prendre une cuillère, c'est possible. Pas pour moi, mais prendre 2-3 cuillères ou voir finir le pot, c'est pas du tout un problème, mais l'impact calorique qui sera complètement différent d'une personne qui a fini son assiette de brocoli, qui va se dire ouais, je me réjouis de manger la deuxième. Non, ça marche pas comme ça. Donc c'est clair qu'il y a des influences, mais il faut savoir quel est le problème. Si une fois on prend une cuillère de beurre de cacahuète, admettons que ce soit possible, qu'on jette le pot dehors, après, je sais pas, il y aura un impact moindre et il faut pouvoir relativiser. Et c'est ça que je trouve très très intéressant dans cette pyramide. Justement, je la mettrai en description. Et on vient d'en parler un petit peu exactement avec Eric Helms. Eric Helms, il avait dit une citation, il disait qu'on caractérisait un aliment qui était mauvais par son absence de micronutriments. Et ça vient au sujet suivant que je voulais parler, c'était par rapport à la diète flexible. Alors, on a les pro-diète flexible, avec Eat It Fit ou Macro, c'est dur à prononcer, ou les nutri-nazis pour schématiser un petit peu le mot là. Donc, où tu te situes par rapport à la diète flexible? Et je voulais savoir ton avis par rapport à ça. Ouais, alors ça c'est pour illustrer ça, il y a un exemple qui est de plus en plus utilisé, ou alors en tout cas dans mon entourage, c'est l'idée que il faut d'abord savoir où est-ce qu'on va. Et si on apprend à conduire, et c'est là que je parle de l'exemple qui est très utilisé, au début on doit regarder le compteur très souvent. On va peut-être regarder le compteur toutes les 2 secondes pour vérifier, peut-être même moins, peut-être même plus souvent pour vérifier. Ça va, je suis pas trop rapide, je vais pas me prendre une amende, mais surtout je vais pas rater mon permis avec la personne qui est en train de m'évaluer à ma droite. Donc au début, pour apprendre, dans cette phase où on ne sait pas à quelle vitesse rouler, il faut regarder régulièrement le compteur pour avoir ce feedback, pour avoir ce retour sur ce qu'on est en train de faire, est-ce que c'est juste ou non. Et au début, quand on n'a aucune idée de ce qu'on mange, parce que certaines personnes ont vraiment laissé le facteur nutrition complètement de côté, c'est un peu l'effet sport à la télé, les personnes qui regardent le sport mais qui en font jamais. On peut aussi regarder la cuisine à la télé, puis on cuisine jamais nous-mêmes. Donc on regarde ce cuisinier qui est le meilleur en cuisine en France, et puis de notre côté on commande une pizza, ou alors on chauffe une pizza surgelée parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas capable de le faire nous-mêmes. Donc au début, quand les personnes ont aucune notion, à mon avis, le meilleur outil d'apprentissage, c'est, même si c'est juste 1 semaine ou 2 semaines ou même 2 jours, compter les calories, ça ne doit pas être quelque chose qui doit être fait toute une vie, mais ça doit être quelque chose qui doit servir comme un outil d'apprentissage, et un outil d'apprentissage extrêmement efficace. L'idée, c'est de donner, donc du côté de la diète flexi, de donner un espèce de pouvoir aux personnes et se dire, vous inquiétez pas, il n'y a pas juste du bon ou du mauvais, il y a du plus ou moins utile pour vous aider à atteindre cette limite qu'on a fixée, je sais pas, à 1800 calories en l'occurrence pour vous pendant 2 semaines. Et puis ça permet vraiment de se rendre compte de ce que représentent nos habitudes au quotidien. Et sans ça, en fait, à mon avis, c'est très difficile de directement faire les choses bien et se dire bon, à partir de maintenant, c'est bon, plus rien d'industrialisé, parce que encore une fois, ce qui arrive très souvent, même je dirais le plus souvent, c'est qu'on finit bel et bien par craquer, à moins qu'on décide de vivre simplement, je sais pas, on déménage et puis on vit isolé de tout milieu urbain, ce genre de choses. Et probablement que ça peut arriver à certains d'entre nous, mais c'est pas le plus pratique. Et donc de l'autre côté, peut-être que tu as... Mais en fait, j'aime bien le fait que tu aies illustré un peu dans les extrêmes. Parce qu'il y a le clean eating, les personnes qui disent qu'elles mangent vraiment que des aliments purs, etc. Puis l'autre côté, tu as, et j'exagère parce que ça se passe toujours comme ça dans le monde du fitness, il y a les personnes qui se disent, bon bah voilà, maintenant c'est tarte au citron, coca, et puis shaker de protéines pour avoir assez de protes.
Et puis, je rajoute 2-3 légumes quand même parce qu'il faut des fibres et des vitamines. Il paraît que c'est bien. Non, même pas. Je prends un supplément multivitaminé et puis c'est bon. Et je caricature à mort, mais il y aurait un peu ces deux extrêmes. En fait, l'idée, c'est que personne, pour, je dirais, les pro-diète flexible, entre guillemets, n'a illustré la diète flexible comme elle a été déviée, je dirais, récemment, ces dernières années. Si on regarde la personne qui est probablement à la base de tout ça, c'est Lyle McDonald, qui est donc le professeur de la perte de poids. Ouais, franchement, il est incroyable. J'essaie d'idéaliser personne, mais avec lui, j'avoue qu'il a sorti son livre dernièrement. Oui, il a sorti son livre sur justement la perte de poids, la perte de graisse, et puis les changements de composition corporelle spécialement pour les femmes. Et on a tendance à dire que les femmes fonctionnent exactement comme des hommes en un petit peu plus petit, parce que globalement les femmes sont, je crois, c'est 10 à 15%, c'est certainement quelque chose de pas très précis, mais plus petite, moins massif que les hommes. Et donc on se dit on traite d'un point de vue donné, on fait comme si les femmes étaient des modèles réduits. Je vais me faire incendier pour ce que je viens de dire des hommes, ce qui est une erreur complète, parce que la physiologie est complètement différente. La physiologie varie même en fonction des cycles, etc. Mais là, je vais dévier du sujet. Mais bref, cette personne-là qui est à la base de la diète flexi a jamais suggéré de manger n'importe quoi. Elle a juste dit que toute proportion gardée, les fameux 80%, 20% qui sortent souvent aussi, c'est qu'on peut manger des aliments dits riches en micronutriments, relativement peu denses en calories 80% du temps, et quand même introduire dans notre alimentation tel ou tel petit plaisir ou guilty pleasure, ou peu importe comment est-ce qu'on veut les appeler, et puis tout à fait réussir. Et puis cet aspect-là est quelque chose de très, très équilibré à mon avis, parce que ça veut dire qu'on se focalise sur l'essentiel pour pouvoir perdre du poids, mais notre manière d'y arriver est beaucoup plus libre et elle reste quand même focalisée sur une nourriture de bonne qualité. Et à l'autre extrême, si quelqu'un cherche à prendre du poids, et là je vais peut-être me faire incendier par certains de mes collègues en nutrition, mais certaines personnes qui n'arrivent pas à prendre du poids devraient en fait, si elles font de la musculation par exemple et n'arrivent pas à être en surplus calorique, diminuer un petit peu ce volume alimentaire et choisir par exemple, je sais pas, des fruits secs des raisins secs plutôt que des raisins, manger une banane plutôt qu'une poire. Ça paraît des trucs tout bêtes, tout bien. Ce genre de détail peut augmenter la densité calorique, permettre à la personne de manger davantage sans pour autant avoir des énormes inconforts au niveau intestinaux, etc. Ça relève aussi des choix des aliments après, mais en gros, l'extrême opposé serait de dire non, c'est parce qu'on mange bien qu'on perd du poids. Ça, c'est erroné, parce que manger bien peut largement aider une personne à se retrouver directement en déficit calorique, mais la seule chose qui est durable, c'est le maintien calorique. Donc, si une personne perd du poids pendant un moment parce qu'elle fait elle choisit des aliments pendant une certaine période, et puis qu'ensuite elle retourne à ce qu'il y avait avant, c'est sûr que l'équilibre va se créer en fonction des habitudes du moment. Et donc, elle va probablement perdre du poids pendant un moment, puis en reprendre après. Ou alors, elle va perdre du poids d'abord au début relativement vite, ensuite le stabiliser, et puis ne plus être capable de perdre du poids. Et c'est là qu'intervient l'approche flexidiète, c'est qu'elle permet de dire, en fonction de la vitesse adéquate de perte de poids, d'ajuster le quota calorique en fonction de ça. Et ça, l'approche clean eating ne le permet pas. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on mange plus sainement qu'on va savoir qu'on se retrouve à moins 300 calories plutôt qu'à moins 500. Ou c'est pas parce qu'on mange, je sais pas, une pomme plutôt qu'un Snickers qu'on va se dire ok, là indirectement j'ai réussi à tromper mon cerveau parce que du coup je me retrouve en bilan calorique négatif, mais juste parce que j'ai fait des meilleurs choix et des choix encore plus sains au niveau alimentaire. Ça marche pas comme ça. Et l'idée c'est que notre cerveau, globalement on va dire notre organisme pour parler plus généralement, est même capable de détecter le déficit calorique. C'est-à-dire que c'est pas juste je mange plus ou moins des aliments qui vont me rassasier ou autre, c'est que même si on mange les meilleurs aliments du monde d'un point de vue volume alimentaire, index de satiété, etc., si pendant 10 semaines on se retrouve à moins 500 calories, ces moins 500 calories, on va les sentir. Notre corps va nous faire sentir que même après un bol de salade énorme avec juste du vinaigre de pomme et puis quelques tomates qui va prendre la moitié de notre ventre pour le volume alimentaire, mais va représenter que 300 calories, on va avoir faim. On sera plein, mais on va avoir faim. Et ce genre de sensations viennent justement du fait que notre organisme est parfaitement capable de nous indiquer que on est quand même en déficit calorique malgré tous les meilleurs choix alimentaires qu'on peut faire. Et c'est pas la seule cause, mais c'est juste pour illustrer à quel point c'est ridicule de penser que juste changer un aliment par un autre va
pouvoir nous permettre de contrôler précisément le déficit calorique, qui est donc ce qui permet en pratique de perdre du poids, de la graisse. Et donc, quelque part, moi je me situe, je vais pas dire entre les deux, mais en tout cas clairement pas dans les dérives actuelles, c'est-à-dire c'est que les calories qui comptent et les macronutriments, et ni de l'autre côté, ce qui a l'air d'être aussi un peu une dérive où finalement on veut tellement chercher des aliments purs entre guillemets qu'on se retrouve à manger plus que 4, 5 ou 6 aliments parce que tous les autres sont impurs, et je caricature à mort, mais dans l'idée de manger clean, c'est vraiment ça qu'il y a derrière, c'est qu'il y a des bons ou des mauvais aliments, puis il y a ce côté un petit peu bon, mauvais, gentil, méchant, niveau intellectuel Walt Disney, quoi. C'est vraiment pas très élaboré, mais dans les deux cas, c'est des extrêmes. Et finalement, le plus important, si je devais me situer un petit peu entre les deux, clairement, je pencherais plus dans le côté de la diète flexible, parce que de la manière dont elle a été proposée et amenée par Lyle McDonald, elle n'a rien à voir avec ce qu'elle est, avec son exploitation actuelle. Donc l'autre truc intéressant, c'est qu'on peut dire, si on travaille avec des athlètes de haut niveau, on pourrait dire à quelqu'un, quand tu t'entraînes avec tel programme qui a, je sais pas, par exemple, 15 séries difficiles de travail pour les jambes, et puis que tu cherches à progresser, tu vas manger 2800 calories. Et la semaine d'après, où tu vas faire par exemple 16 ou 17 séries pour les jambes, donc un volume vraiment plus important, tu vas manger peut-être 2850 ou 2900 calories, puis on peut commencer à faire ce que j'appelle le fine tuning. Et puis j'ai quelques athlètes avec qui je peux faire ce genre de modulation, et puis on est capable d'optimiser la récupération de l'athlète, d'optimiser ses performances en salle, et puis de suivre sa composition corporelle. Et ça, avec une approche entre guillemets clean, c'est impossible. Donc ça dépend aussi du niveau, mais je dirais plus on avance dans l'aspect compétitif, plus ça devient intéressant de pouvoir quelque part aussi contrôler ce qui se passe, spécialement pour par exemple les compétitions de bodybuilding où les personnes doivent arriver à une certaine date avec un certain pourcentage de masse grasse. Pas qu'on ait vraiment besoin de savoir le pourcentage en l'occurrence, mais qu'on ait besoin de voir par exemple les stries sur les épaules, les muscles dessinés au niveau des abdominaux, etc. Plein de critères, peut-être même au niveau des fessiers, qui serait carrément l'extrême de la sèche. Et puis dans ce genre de cas, c'est sûr qu'on peut pas y arriver, ou alors avec une énorme difficulté avec l'approche clean eating, quoi. Bien sûr. Donc ça fait une bonne conclusion entre la partie nutrition que je voulais aborder avec toi. Et tu viens de parler un peu de volume d'entraînement. Et tout à l'heure, on a parlé rapidement de surcharge progressive, qui m'en vient à parler du renforcement musculaire pour la perte de poids. Est-il essentiel pour toi? Et dans quel cadre peut-il être bénéfique? Ouais, super. Alors en fait, l'idée derrière le type d'activité physique qu'on choisit dans une optique de perte de graisse, c'est toujours le suivant. C'est qu'est-ce qui va nous permettre au final de se retrouver en bilan calorique négatif. Mais le deuxième aspect, c'est est-ce que c'est possible de ne perdre que de la graisse, donc dit autrement de garder le muscle, de ne pas perdre de muscle, de le préserver pendant cette perte de calories, se dire qu'on aimerait vraiment utiliser des calories, mobiliser des calories que depuis le tissu adipeux. Et pour ce faire, l'idéal, en très bref, c'est de garder une activité physique au moins aussi intense pour le muscle que ce qu'on faisait auparavant pendant la perte de poids. Dit autrement, si quelqu'un s'entraînait 2 fois par semaine en musculation pendant sa perte de poids, et que pendant sa perte de poids, elle se dit non, maintenant pour perdre du poids, on m'a dit que c'était le cardio, la personne arrête la musculation et se met à faire du cardio, donc peut-être bénéfique d'un point de vue déficit calorique, mais par contre, ce n'est plus bénéfique d'un point de vue maintien de la masse musculaire pendant la perte de graisse. Donc il se peut que la personne perde aussi, et c'est en fait probablement ce qui va se passer, perde aussi une bonne partie de tissu hors graisse. Et pour faire une perte de graisse efficace, il faut quelque chose qui est au moins au même niveau d'intensité. Je ne parle pas de volume encore, mais au moins au même niveau d'intensité pour le muscle, pour lui signaler qu'on a besoin de lui malgré l'état actuel. Si on n'a pas assez de calories, le corps, c'est comme si on gère une entreprise. Et puis, il y a une coupe budgétaire. On se dit, voilà, les gars, qu'est-ce qu'on garde? Parce que là, il y a 500 000 euros en moins. On doit garder que l'essentiel. Et quel est le message qui dit, on va garder le muscle? C'est dire, là, celui-là, il bosse bien. Il continue de travailler dur. Il a l'air d'être essentiel en ce moment. Je caricature à mort. Et ça, c'est le message, il vient de la musculation. Et la musculation, pour le rendre un peu plus académique, je dirais le renforcement musculaire, mais quelque part, voilà, c'est la muscu qui aide vraiment en ce sens. Et le cardio n'aide pas tant que ça, en tout cas, à préserver le muscle, en tout cas pas le cardio excessif. Après, il y a une espèce d'intermédiaire où on voit l'intervalle training et ce genre de choses.
Et je dirais dans l'ordre, la perte de graisse la plus efficace viendrait de 1, placer un déficit calorique adéquat au niveau de la nutrition, et 2, d'un point de vue de l'activité physique, serait d'avoir une activité physique assez intense pour garder les muscles, et pourquoi pas à côté, mais là ce serait pas forcément une activité physique dite structurée, donc le sport, mais en dehors, essayer de marcher un peu plus, d'être plus souvent debout, de pas hésiter à se balader. Ça peut paraître inutile comme ça, surtout chez les personnes occupées, mais se balader dans un parc ou autre chose. Admettons que vous devez répondre à, si vous êtes coach, vous devez répondre à 10 clients, allez marcher dans le parc, prenez votre portable avec vous, et puis répondez à vos clients pendant que vous marchez dans le parc, et puis vous avez augmenté votre nombre de pas sur la journée, et ça va vous aider à, en dehors de la gestion de la glycémie et plein de choses, ça peut augmenter ce qu'on appelle le NEAT, le Non-Exercise Activity Thermogenesis, et c'est une manière douce d'augmenter la contribution calorique du côté de la dépense sans empiéter sur le maintien du muscle. Donc ça, ce serait la meilleure méthode. Diminuer les calories, surtout au niveau de la nutrition, mais de manière adéquate. 2, garder le muscle grâce à la musculation. 3, plutôt que de chercher à brûler des calories pendant l'effort, chercher à augmenter sa dépense calorique, même de manière légère, le reste de la journée. Ça peut être acheter une table debout si vous êtes au bureau, et puis pour les plus extrêmes, mettre un tapis de course dessous, c'est quelque chose qui se fait. Soit simplement marcher un petit peu plus, soit prenez un chien, et comme ça vous êtes obligé de le sortir, soit commencer à fumer, comme ça vous devez aller dehors, non je plaisante. Mais en gros l'idée c'est de marcher un peu plus, et le cardio peut bien sûr aider, mais c'est pas le plus efficace. Et si vous êtes pas sur le point de faire de la musculation, parce que, admettons, vous détestez ça, vous n'en ferez jamais de votre vie, alors là, peut-être que l'intervalle training est intéressant, dans la mesure où, effectivement, il sera plus intense que le cardio dit de basse intensité. Et comme il est plus intense, il sera aussi plus intense pour le muscle, et donc il permettra probablement de maintenir plus facilement la masse musculaire. Mais l'idée, c'est que l'intervalle training viendrait en second, parce qu'il pourrait empiéter sur nos séances de musculation. Donc dire autrement, si on fait de l'intervalle training, et puis que juste après le lendemain, on a notre séance pour les jambes, il se peut très bien que notre séance pour les jambes ne soit pas du tout aussi productive que d'habitude, simplement parce qu'on a tous les dégâts et tout l'aspect récupération de la séance d'intervalle training qui vient empiéter sur la réalisation de notre séance qui est prévue pour maintenir la masse musculaire. Donc voilà, en résumé, cardio, pourquoi pas, si vous faites rien d'autre, alors c'est infiniment mieux de faire du cardio que de rien faire du tout, mais dans l'idéal, c'est peut-être même encore mieux de faire de l'intervalle training si vous entraînez pas en musculation, et qu'en plus de ça, vous avez le choix entre peut-être le cardio relativement lent ou le cardio relativement rapide, et dans idéal, et puis je mettrai un cadre dans tout ce que je viens de dire. Dans l'idéal, ce serait d'abord du renforcement musculaire, en tout cas une certaine quantité. On dit que pour maintenir le muscle, on peut avoir un moins gros volume d'entraînement, donc, mais garder une certaine intensité. Par exemple, si vous faisiez, je donne un chiffre arbitraire, 6 séries de squats par semaine, et que pendant votre perte de poids, vous en faites plus que 2 ou 3, il se peut très bien que vous arriviez à maintenir votre muscle dès le moment que vous arrivez à garder le même poids sur la barre, c'est-à-dire la même intensité. L'intensité peut être vue de plein de manières, mais avec le poids, c'est quand même une valeur assez sûre et tangible. Et donc, dans ce cadre-là, si vous arrivez à faire ça, c'est une perte de graisse optimale. Le problème, c'est qu'une perte de graisse optimale dépend toujours de ce premier point que tu as mentionné, c'est l'adhérence, c'est la capacité de suivre la chose. Et si vous adorez le cardio, et que vous savez que vous allez continuer de courir pendant votre perte de graisse, mais choisissez le cardio, parce que vous allez être saoulé, vous allez être lassé de faire de la musculation, même si c'est sur le plan théorique optimal pour garder le muscle. Ce qui compte, c'est ce que vous arriverez à faire, et c'est concrètement bouger un petit peu, et si possible le faire sur la durée et pouvoir continuer de le faire après coup. Si vous adorez la Zumba ou des cours collectifs ou du body pump, ce genre de choses, est-ce que c'est optimal d'un point de vue théorique pour le maintien de la masse musculaire? Alors non, mais est-ce que ça importe dès le moment que vous allez faire cette activité, en gros, que vous trouvez super sympa, vous avez tous vos potes qui font du body pump, alors ce sera diablement plus efficace que de faire 2 semaines de musculation tout seul et puis arrêter parce qu'après vous en avez marre. Donc tout ce que je viens de dire, en gros, s'intègre dans ce que tu as rappelé, ce que tu as bien fait de rappeler, c'est le plaisir et puis votre capacité à suivre. Il faut aimer le process carrément, en fait. Ça va servir à rien de se forcer sur quelque chose qui nous plaît pas et puis d'échouer au bout de quelques semaines, du coup. Donc, du coup, tu as super bien souligné ma question. Je voulais parler de NEAT, donc super, on a parlé de celle-ci. Et du coup, en dernière question, j'avais une question pour toi. Par exemple, voilà, j'ai 30 ans, je veux perdre 14 kilos sur la balance, pas un de plus, pas un de moins. Et du moment où j'ai pas perdu ces 14 kilos-là, je serai pas satisfait. Moi, ce qui m'importe, c'est la balance. Qu'est-ce que tu me dirais par rapport à ce que je viens de te dire?
Oui, alors c'est hyper pragmatique. C'est est-ce que tu seras plus heureux avec ces 14 kilos en moins et comment tu te le représentes? Et à partir de là, en fait, plutôt que de partir théoriquement depuis ce que moi j'ai comme perspective en tant que coach, je vais savoir ce que représentent les 14 kilos de moins pour la personne qui me propose ces 14 kilos comme objectif ultime. Et donc en fait, on peut discuter à partir de l'idée que la personne en question, donc le client, l'athlète, la personne qu'on suit, et puis ensuite moduler. Et puis donc j'anticipe un petit peu, admettons que justement la personne ne se rende pas compte que ces 14 kilos ça représente, je sais pas, pas grand chose finalement dans son objectif, et que si elle prenait 5 kilos de muscle et perdait 10 kilos de graisse, au final ce serait 15 kilos de recomposition corporelle quelque part, mais que sur la balance ce serait seulement moins 10 kilos. T'avais dit 14, excuse-moi, donc admettons qu'au final ça fait 14 dans le bilan. Et là peut-être qu'à ce moment-là elle se rendra compte que c'était pas l'objectif le plus important, parce que ce qui comptait pour elle c'était la silhouette ou autre chose. Exactement. Mais c'est secondaire. C'est-à-dire dans un premier temps regarder vraiment ce que ça représente pour la personne. Ensuite partir de là où elle en est, le principe de maïotique quelque part, et puis l'amener vers ce que ça représente en pratique comme effort et comme chiffre aussi. Et puis là, du coup, on commence certainement à parler des distinctions entre la graisse et le muscle, qu'est-ce que ça peut représenter, pourquoi est-ce que, comme on vient de le discuter, le cardio n'est pas forcément la seule méthode, et puis la salade non plus. Et puis pourquoi est-ce que le renforcement musculaire est important, pourquoi est-ce que une femme qui prend même du muscle peut avoir l'air d'être plus fine qu'une femme qui a finalement jamais fait de renforcement musculaire, simplement grâce à cet aspect tonique qu'on a avec la musculation. Et pourtant on fait de l'hypertrophie musculaire, donc on prend du muscle. Et comme ça on peut partir vraiment de là où on est la personne et faire en fonction, parce que toi et moi on est au courant de ce qui se passe pour changer le corps, l'aspect visuel en tout cas d'une personne. Et puis souvent il y a ce détachement entre la réalité et puis l'objectif. Mais le truc aussi important, c'est de ne pas perdre la motivation de base. Par exemple, si quelqu'un dit j'ai envie de perdre 14 kilos, je vais pas lui dire on s'en fout de tes 14 kilos, ce qui compte c'est ça, parce que là je parle de moi. Je vais en gros l'accompagner dans le procédé. C'est un peu comme quelqu'un qui viendrait me dire, c'est quelque chose qui sera probablement écrit dans le livre aussi, quelqu'un qui vient vers moi et qui me dit bon bah voilà, je viens, j'ai ma ceinture de sudation, et puis chaque fois que j'ai ma ceinture de sudation, je m'entraîne super bien. Je pourrais lui dire bon bah écoute, arrête, ta ceinture de sudation elle sert à rien du tout. Ou je pourrais lui dire bon, alors si tu t'entraînes vraiment bien avec ta ceinture de sudation, ce que je te conseille c'est de faire ça et ça pour tes entraînements, comme ça t'optimises tout. La personne continuera de s'entraîner, j'aurais rien changé au niveau de la ceinture, par contre j'ai gardé le facteur motivation de l'objectif de base, qui était d'avoir l'impression de bien s'entraîner avec ce petit truc qui aide la personne à s'entraîner, c'est tout ce qui compte. Et donc est-ce que je suis un menteur parce que j'ai dit à la personne de continuer de s'entraîner mais de se focaliser sur autre chose? C'est un mensonge par omission, hein. J'ai oublié volontairement de parler de la ceinture de sudation. Ou est-ce que je dis tout de suite bah non, si tu veux perdre tes 14 kilos, désolé mais là, je te vois comme ça, je dirais plutôt prends 6 kilos de muscle et puis perds éventuellement 7 kilos de graisse, mais en tout cas, ton objectif n'est pas valable. Donc, c'est garder l'aspect motivation de ce qui a donné envie à la personne de se lancer, de commencer un objectif, et partir vraiment d'où elle est, quoi. Ok, super, merci beaucoup. Du coup, tu viens de parler de ton livre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, exactement sa date de sortie? Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver rapidement et avec qui tu collabores, même si on le sait un petit peu, à peu près. Ouais, super. En très simple, ce livre, donc c'est Christophe Bonnefond qui est venu vers moi pour me proposer une structure d'un livre qu'il avait toujours voulu écrire. Donc Christophe Bonnefond a déjà fait des collaborations par le passé avec d'autres auteurs pour écrire notamment un livre sur le paléo, et puis, personne pourra aller voir en l'occurrence. Et l'idée pour la collaboration avec moi, c'était de parler vraiment spécifiquement de la perte de graisse. Donc concrètement, comment perdre du poids, mais comment perdre de la graisse et que de la graisse, et comment ne pas la reprendre. Et l'idée derrière tout ça, c'était que il y avait en fait toutes ces confusions dont on a parlé, qui vont se retrouver également dans le livre, mais il y avait un manque de clarté au niveau des priorités et au niveau de la cohérence entre tout ce qu'on voit. Par exemple, est-ce que le fait d'avoir tel type sanguin empêcher de perdre du poids? Est-ce que le fait d'avoir par exemple une inflammation de bas grade, ou cette fameuse inflammation chronique, empêchait de perdre du poids? Est-ce que c'est les glucides, spécialement les glucides le soir? Toutes ces choses en fait
sont très difficiles à comprendre parce qu'elles viennent chaque fois d'autres sources, d'autres personnes qui viennent avec un produit marketé ou un message qui paraît très clairement chez tout le monde. Tout le monde veut faire une approche cétogène, tout le monde veut faire du jeûne intermittent, tout le monde veut faire du paléo, du vegan, peu importe. Et puis, l'idée, c'était comment est-ce qu'on intégrait tout ça ensemble et est-ce que c'est possible de le rendre clair comme ça pour le public francophone qui a probablement un peu moins l'habitude de voir ce genre d'informations que le public anglophone qui a simplement pas la barrière de la langue scientifique qu'est l'anglais. Et donc voilà, on s'est lancé là-dessus. Et puis au final, une année plus tard, on arrive avec ce livre qui présente de manière j'espère assez clair les points importants pour la perte de graisse, mais toujours avec des exemples, aussi avec des tables de vitesse optimale pour la perte de graisse en fonction du profil de la personne, de son pourcentage de masse grasse, de son poids, avec une approche qui intègre les points vraiment essentiels et qui donne aussi un aspect très pratique où, par exemple, Christophe Bonnefond s'est débrouillé pour faire des diètes d'exemple pour chaque objectif. Donc, par exemple, on peut tomber sur un homme ou une femme végétalienne de tant de kilos qui chercherait à perdre du poids à une vitesse modérée ou une vitesse un petit peu plus rapide, avec direct, une diète en pratique, avec tout ce qu'il faudrait comme quota respecté. Donc, il y a autant l'aspect théorique qui peut aller assez loin pour les geeks, les nerds, comme on les appelle, qui aiment bien les chiffres, qui aiment bien les détails, qui aiment bien savoir comment optimiser pour les quelques fois où ça arrive, où c'est important. Et en même temps, c'est très abordable dans la mesure où, si on parle de perte de poids, on va parler sous forme d'analogie. Et puis, du coup, ce sera pas un langage scientifique strict. C'est pas non plus une narration du style science-fiction ou, je sais pas, un polar où on va lire ça, puis c'est finalement une histoire de police ou autre chose. Mais c'est quand même pointu, mais c'est suffisamment abordable pour que n'importe qui puisse comprendre le fil de l'histoire quelque part, et on parle aussi des suppléments, des compléments alimentaires, on parle aussi de tout ce qu'on vient d'aborder par rapport aux différents types d'activités physiques pour optimiser la perte de graisse, par rapport au mode de vie. On va parler des obstacles de la perte de graisse, comment est-ce que nos différents cerveaux entre guillemets coordonnent tout ça. Et puis, il sera disponible donc le 16 mars, normalement au Salon du Fitness. Yes. Il faut que je vérifie, parce que j'interagis tous les 2 jours avec l'éditeur et puis avec Christophe pour voir où on en est. Mais voilà, donc normalement il sort officiellement, je serai au Salon du Body Fitness à Paris le 16, 17 et 18 mars. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra l'acheter en premier. Et ensuite, il sera disponible en tout cas sur Amazon et le site de Christophe Bonnefond. C'est pas encore prévu pour mon site, peut-être que ça se fera, mais en tout cas j'ai pas encore regardé ça précisément. Et voilà, mais je sais pas si c'est ça. Ouais, super clair. Ouais, yes, on a hâte qu'il sort en tout cas. On a hâte de voir tout ça. Et puis en tout cas, moi j'ai hâte. Merci. Et je vais finir par 2 petites questions. Quel livre tu conseilles principalement à ton entourage, aux gens qui te côtoient? Qu'est-ce que quel livre tu conseillerais? Pas forcément dans la musculation pure, mais tout livre possible. Oui, alors je vais d'abord donner une réponse pour les personnes qui sont vraiment en quête de stimulation intellectuelle, on va dire. Là, j'ai récemment un collègue qui est largement plus avancé que moi dans le domaine, qui m'a proposé de commencer la lecture de quelqu'un qui s'appelle Edgar Morin, qui a écrit La méthode, et bon, d'autres ouvrages aussi, mais en gros, je suis en train de lire La méthode, et c'est une analyse c'est une critique de la critique quelque part. On se dit que quand on est scientifique, on a un esprit critique justement, et lui, il remet tout en perspective et il explique à quel point en fait notre approche est probablement souvent erronée, et il explique vraiment clairement. C'est pas juste un sociologue qui dit c'est tout l'environnement, c'est un sociologue qui va chercher des informations aussi précises que la formation de l'atome de carbone en fonction des chances de la proximité, et puis qui va même parler de l'univers, qui va parler des différentes hypothèses psychologiques. C'est quelqu'un qui fait le lien entre tout, et je trouve que si en gros certains de tes auditeurs en tout cas ont la capacité d'écoute, de commencer ce livre, même s'il est très complexe, il est juste absolument sublime. Donc ça, ce serait mon numéro 1. Si les personnes sont capables de suivre le livre, c'est pas
pour une question de prétention, c'est juste que, par exemple, moi je lis souvent 2-3 fois le même paragraphe parce que c'est quand même très complexe. Donc c'est très stimulant intellectuellement, mais c'est peut-être quand même pas accessible pour tous. Donc voilà, ça serait le premier livre. Et sinon, pour le reste, je dirais essayer de s'abonner à des revues qui permettent déjà de franchir cette première étape, comme la revue d'Alan Aragorn ou la revue Mass de justement Eric Helms, Greg Nichols et puis Max Zourdos. Ces deux revues-là c'est juste fantastique ce qu'ils font. Ou de regarder quel type de... si on parle toujours de ce domaine-là, parce qu'en tout cas c'est celui pour lequel je suis le plus passionné, il y a d'autres certifications qui existent. Une qui est sortie récemment s'appelle Bayesian Bodybuilding, qui a été traduite en français par Nevin et puis Antoine. Absolument fantastique. Je pense que, ils le savent, hein, c'est les premiers à apporter ça, et puis c'est juste génial. Et puis pour les anglophones, il existe en tout cas 2 autres que j'ai en tête. Precision Nutrition, donc précision nutrition. Et puis l'autre serait MNU pour Mac Nutrition University. C'est un cours fait par Martin McDonald, qui est aussi quelqu'un d'absolument fantastique, je trouve. Encore une fois, il ne faut pas idéaliser quelqu'un, mais je pense que lui, il est vraiment assez loin dans ce qu'il propose. Et donc, plutôt que de se référer à un livre, peut-être à part la méthode de Edgar Morin, je dirais essayer d'aller chercher ces contenus qui sont déjà adaptés à tout type d'audience, mais à toute audience qui se soit déjà un petit peu intéressée au sujet, en tout cas. Super, merci. Et pour finir, est-ce que tu as une petite citation favorite que tu te sers dans la vie de tous les jours? Oui, alors c'est en anglais, c'est How you do anything is how you do everything. L'idée, c'est que on a des patterns qu'on reproduit peu importe les situations. L'idée, si on remonte assez loin, c'est on part dans des délires qu'on trouve dans le livre d'Edgar Morin, mais l'idée, c'est que si par exemple j'arrive dans une situation et puis je fais mon premier cours de cuisine, la manière dont je vais me comporter va être liée avec la manière dont je vais me comporter si je fais mon premier cours j'ai parlé de la Zumba, admettons que j'allais faire de la Zumba pour la première fois. Il y a des choses qui vont se reproduire, qui seront identiques, pourtant le contexte n'est absolument pas le même. Par contre, la manière, mon procédé, quelque part, mes patterns à moi, donc how I do anything, est aussi la manière qui va me permettre de faire toutes les autres choses. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je sors tout le temps, mais c'est quelque chose qui est assez fou, parce que quand on essaye de, par exemple, regarder juste la personnalité, des fois on pourrait regarder quels sont plutôt les patterns de telle ou telle personne, et ça peut être intéressant de voir comment certaines personnes abordent les choses, comment certaines personnes on a l'impression qu'elles se découragent, ou qu'elles contournent le problème, ou qu'elles trouvent toujours des solutions à tout. Et j'aime bien cette idée qu'il y a un lien dans notre manière d'aborder chaque chose, même si le contexte change. Ok, super, merci beaucoup. Je pense que le contenu tu as apporté beaucoup de contenu. Je pense qu'on a un beau podcast qui est là. Et du coup, je voulais te remercier d'avoir pris le temps. Magnifique. Écoute, j'espère que j'aurais pas trop parlé, en tout cas. Moi, j'ai été ravi d'échanger là-dessus, et puis c'est des questions que j'ai trouvées super pertinentes. Je te remercie infiniment d'avoir pris le temps d'organiser ça et de t'être organisé pour enregistrer. Puis je me réjouis de voir le rendu. C'est top, t'as assuré. Pas de souci. Allez, à plus. Salut. À la prochaine. Ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez laisser un avis juste en dessous sur Apple Podcast, ou laisser un petit j'aime sur YouTube ou un commentaire. Vous pouvez me retrouver sur mon site musculationvital.com, musculation avec 2 U, ou encore sur les réseaux sociaux à la même adresse. Je vous souhaite une bonne journée, bonne matinée ou bonne soirée. À bientôt.